Je vous remercie beaucoup pour votre invitation qui va me donner l'occasion de parler des problèmes cruciaux qu'on a avec la santé. Et donc, comme vous savez, il y a eu des scandales à répétition à propos du cholestérol et des médicaments anti-cholestérol. Mais en fait, c'est un problème plus général qui se pose à l'heure actuelle dans notre société. C'est comment la médecine est pratiquée, quelle est l'expertise, etc. Ce sont des questions compliquées. Hein, il faut pas. S'il y a des disputes, c'est parce que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et si vous voulez, il y a deux façons de discuter ces questions. Ou bien c'est d'expert à expert, et donc c'est expertise contre expertise, et c'est basé a priori sur des documents scientifiques. Les documents scientifiques, ils sont compliqués, ils sont tous en anglais. Pratiquement, il n'y a plus rien qui est publié en d'autres langues que l'anglais. Donc, si je vous fais une conférence en vous disant voilà les arguments des uns et puis voilà les arguments des autres, dans 10 minutes, vous êtes tous endormis parce que c'est des tableaux de chiffres, c'est des statistiques, c'est compliqué. Voilà. Et inversement, j'ai du mal à vous dire croyez-moi sur parole et croyez pas les autres. Bon. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est de raconter un peu ça sous forme d'histoire. Mais évidemment, ça devient plus du côté journalistique, médiatique, que du côté scientifique et médical. Alors, j'essaye de faire un mélange des deux, et puis vous me direz à la fin si ça passe. Alors, le problème de la santé et de comment fonctionne notre système aujourd'hui, ce n'est pas un problème isolé dans notre société, c'est un problème de société. Là, je vous mets ça parce que, bon, voilà, c'est les banquiers, c'est le journal Le Monde qui sort un article à propos des banquiers. Vous en savez certainement plus que moi sur les banquiers. Il y a un problème avec les banques, il y a un problème avec à peu près tout dans notre société. Et la question de la santé du médicament, ça fait partie du reste. Il y a quelque chose que je voudrais dire tout de suite, c'est que nous les médecins, enfin moi je suis chercheur et médecin, mais je me mets un peu du côté des médecins aussi, ou les pharmaciens, ils sont plutôt, on pourrait croire qu'ils sont un peu connivents avec l'industrie pharmaceutique, mais en fait ils sont plutôt du côté des victimes, c'est-à-dire des patients. Parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est quand même être bien soigné et améliorer notre espérance de vie et notre qualité de vie. Et c'est justement ça le problème crucial, c'est qu'on a des doutes. On devient sceptique à propos de toutes ces questions parce qu'il y a trop de marchandisation, de marketing, et on ne sait pas très bien quelle est la priorité finalement et du système de santé et des marchands de choses et d'autres. C'est vrai aussi dans l'agroalimentaire. Et les médecins et les pharmaciens, ils sont prisonniers. Voilà. Ils sont prisonniers parce qu'ils n'ont pas le temps ni les compétences, bien souvent, pour être assez critiques, pour faire la part du vrai et du faux. Et par contre, ils ont des obligations éthiques. Et qui est-ce qui vérifie s'ils sont bien dans la droite ligne de l'éthique? C'est des gens qui travaillent eux-mêmes avec l'industrie pharmaceutique. À titre d'exemple, tous les derniers ministres de la Santé sont d'anciens cadres de l'industrie pharmaceutique. Le président actuel de l'Assemblée nationale est un ancien cadre de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et inversement, un médecin, il faut qu'il fasse un minimum de chiffre d'affaires. Moi, je m'en fous, je suis payé par le CNRS, donc je suis fonctionnaire, donc je peux dire tout ce que je veux, plus ou moins intouchable. Mais un médecin qui, lui, tous les jours vit de son travail, de son métier, de ses consultations, s'il a un problème avec le Conseil de l'Ordre, ça devient plus compliqué. Donc vraiment, c'est quelque chose que je veux dire là, tout de suite. Hein. Les médecins et les pharmaciens, ce n'est pas nos ennemis. C'est au contraire dans la catégorie des victimes. Il ne faut pas s'aliéner, si je puis dire, les médecins et les pharmaciens. Il faut plutôt s'arranger avec eux, discuter avec eux. La majorité d'entre eux sont des gens avec qui on peut discuter. Alors le grand argument des gens qui disent qu'il ne faut pas en rajouter trop avec le problème du médicament et de la santé, c'est de dire « oui, vous êtes victime de la théorie du complot hein, ». Vous avez tous entendu parler de ça. Donc il n'y aurait pas de complot. Alors ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des complots ou s'il n'y a pas des complots, mais vous voyez, c'est le journal Le Monde, c'est pas tout à fait au point peut-être, non hein, c'est le 20 mai 2013, ça complote. Et ça complote partout où il y a du business.
Bon, c'est pas la peine d'en faire plus. Voilà. Alors, la bataille autour du cholestérol et des médicaments anticholestérol, elle ne date pas de l'année dernière ou de 2013. Depuis le 19e siècle, il y a des polémiques, il y a des controverses, il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Alors, il y a eu une reviviscence en 2006-2007 avec la publication de ce premier livre. On a récidivé en 2008 avec celui-ci et on a sorti une nouvelle édition en 2013 où on a bien réactualisé la situation. Mais ce qui a vraiment provoqué cette année, en 2013, on va dire un incendie, c'est le Nouvel Observateur et la sortie du bouquin de Philippe Even, qui dit la vérité sur le cholestérol. Bon, moi, ce n'est pas comme ça que je l'aurais dit, mais lui, il le dit comme ça, chacun sa façon de procéder. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même vision des choses. Mais, très important, je dis ça avant de... Là, on n'a pas la même façon d'approcher la problématique, on ne raisonne pas de la même manière, mais on est arrivé exactement à la même conclusion. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important, parce qu'il n'analyse pas les données comme je le fais moi, comme nous le faisons nous, parce qu'il ne faut pas croire que je suis isolé non plus. Toutes mes publications sur ces questions, je ne suis jamais seul. On est toujours une dizaine à être co-auteurs, des Japonais, des Néo-Zélandais, des Canadiens, des Américains. Il y a une vague de suspicion qui est très très profonde, mais tout le monde ne s'exprime pas de la même manière parce que tout le monde n'a pas le temps ou l'envie de s'exprimer de manière controversée. Alors évidemment, il y a eu une réaction au livre de Philippe Even. Bon, vous voyez, j'ai même pas pris la précaution de faire un beau scan. Bon, et alors, vous voyez, là c'est intéressant parce que c'est le Nouvel Observateur qui a donné la parole à cette personne. Il n'y en a aucun qui ait publié le moindre papier scientifique que je retiendrai ou que je citerai. Voilà, scientifiquement, ils ne sont pas bons, mais c'est des Parisiens en général. Il y a un Toulousain, je crois, et celui-là. C'est des gens qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique, tous, ils ont avoué et confessé leur conflit d'intérêts. Et le leader, c'est celui-ci, c'est le professeur Grimaldi, qui est un gentil monsieur. Et si la vidéo que j'ai apportée marche, on terminera là-dessus sur un interview sur une télé qu'il a faite, où il raconte des choses et où on va vérifier immédiatement ensemble la véracité de ce qu'il nous raconte. D'accord ? Bon, ceci dit, ça a du bon quand même parce qu'il y a un vent de révolte qui commence à souffler. Ça, c'est un gentil monsieur, François Gueffier. Il est professeur de pharmacologie médicale, donc ce n'est pas le genre de gens avec qui généralement je discute trop parce qu'il est pharmacologue, donc proche de l'industrie pharmaceutique presque automatiquement. Mais vous voyez que lui aussi, il rue dans les brancards. Et à propos, vous voyez, saurons-nous tirer les leçons d'un tel fiasco médical ? De quoi il parle ? Il parle des recommandations de la Haute Autorité de Santé à propos du diabète. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ou pas ? Non. Alors ça, on revient au problème des médecins qui sont prisonniers de règles éthiques qui sont édictées donc par des autorités. Et l'autorité suprême en France, c'est la Haute Autorité de Santé qui dit voilà la loi, voilà la Bible, respectez la Bible. Bon. Et alors ils font appel à des experts de l'industrie, des experts. J'ai pas encore dit de l'industrie pharmaceutique, mais ils sont généralement très liés à l'industrie pharmaceutique, non pas parce que la Haute Autorité de Santé est connivente, mais simplement parce que quand il y a quelqu'un qui s'y connaît sur un sujet, l'industrie l'achète. Normal. On va dire ça. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne vérifie pas systématiquement si les gens qui sont dans ces comités scientifiques, techniques, d'experts, sont réellement libres et indépendants de l'industrie pharmaceutique. Alors là, donc, à propos du traitement du diabète, en 2010, je crois, ils vont publier des nouvelles recommandations concernant le traitement du diabète. Bon, très bien, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a un syndicat de médecins qui s'appelle le FORMINDEP qui a dit « ces gens-là n'ont pas déclaré leur conflit d'intérêts ». Ils leur ont dit à la Haute Autorité de Santé, la Haute Autorité de Santé suprême, j'allais dire le Soviet suprême, non, c'est quelque chose de suprême, mais ce n'est pas un Soviet, leur a dit on ne veut pas vous entendre. Bon, très bien, ils sont passés par le Conseil d'État et le Conseil d'État leur a donné raison, la Haute Autorité de Santé a retiré ses recommandations. Très bien, et puis ils en ont sorti des nouvelles 2 ans plus tard. Il a fallu 2 ans pour ressortir des recommandations officielles
sans experts liés à l'industrie pharmaceutique. Et pourquoi c'est un tel fiasco? C'est parce que ces nouvelles recommandations sont totalement différentes des précédentes. Alors les diabétologues, j'espère qu'il n'y a pas un diabétologue dans la salle. Non, bon. Mais ils ne sont pas contents du tout. Parce que dans le comité en question, il n'y a pas un seul diabétologue. Je veux dire diabétologue universitaire. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'ils n'en ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé un seul diabétologue universitaire qui soit libre et indépendant de l'industrie pharmaceutique. Donc ils se sont reportés, si je puis dire, sur des professeurs de médecine générale. Et bien ces professeurs de médecine générale qui sont tout à fait respectables, ils ont donné des recommandations qui sont totalement différentes de celles données par les diabétologues liés à l'industrie pharmaceutique. C'est catastrophique, quelque part. C'est un fiasco, on peut dire ça comme ça, quoi. Bon, c'est pas ça que vous allez lire dans le Figaro Magazine. Hein. C'est ma version. Mais c'est la version aussi du professeur de pharmacologie médicale de Lyon, justement. Donc voilà. C'est l'autorité suprême et j'en dirai pas plus. C'est d'aujourd'hui, ça, je l'ai rajouté ce matin dans le train. Bon, tout le monde parle anglais un petit peu? Hein? Non. Alors, ça c'est Why we cannot trust clinical guidelines. Pourquoi on ne doit pas croire, pourquoi on ne peut pas avoir confiance dans les recommandations officielles. Et c'est publié aujourd'hui dans le British Medical Journal, qui est un des plus grands journaux de médecine européens. Pourquoi on ne peut pas avoir confiance? Et elle explique, alors vous voyez, c'est Jean ou Jeanne, je ne sais pas comment, c'est une journaliste new-yorkaise. Et ça, c'est important de comprendre ça, c'est que la vérité ne peut pas émerger aujourd'hui du corps des médecins ou du corps des scientifiques. Il faut qu'il y ait des médiateurs, et malheureusement, ce sont les médias qui vont servir de médiateurs. Et dans les médias, il y a du bon et du moins bon, comme vous savez. Et celle-ci, elle est journaliste au New York Times, et elle prend plusieurs exemples pour montrer de quelle manière des recommandations officielles ont été biaisées par des gens qui avaient été nommés par le gouvernement américain essentiellement, ou pour la Food and Drug Administration. Elle parle beaucoup dans ce... ceux qui lisent l'anglais, je vous le recommande, vous voyez, prenez note, allez voir ça. Elle parle surtout du traitement des traumatismes de la moelle épinière, comment traiter en phase aiguë. Il y a eu des recommandations qui ont finalement, au bout de 10 ans, on s'est rendu compte que ces recommandations officielles qu'il fallait absolument respecter, etc., augmentaient la mortalité chez les gens qui avaient un traumatisme de la moelle épinière. L'autre exemple, je ne m'en souviens plus. Le deuxième exemple qu'elle cite beaucoup, je ne m'en souviens plus. Mais à la fin, elle cite celui des cholesterol guidelines. Et vous voyez, ce qu'elle dit, en fait, c'est que des nouvelles recommandations concernant les médicaments anti-cholestérol ont été publiées aux États-Unis. Et en fait, il y a eu a firestorm broke out. Les médias ont explosé quand on s'est rendu compte que la majorité des experts qui avaient participé à ces recommandations, qui sont encore maintenant celles que nous devons respecter, puisque c'est fait en Amérique, c'est validé en Europe, et c'est ça que nous devons respecter aujourd'hui, les experts étaient tous, sauf un, je crois, all but one, des auteurs des guidelines, des recommandations officielles, étaient liés à l'industrie pharmaceutique. C'est un peu comme si vous faisiez un match de foot et que l'arbitre soit payé par le sponsor d'une des deux équipes. Bon, ça peut être quelqu'un d'exceptionnel qui travaille, mais non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas. Et bon, on le fait. Voilà, c'est comme ça. Il faut vivre avec ça. Et l'autre truc que j'avais mis, c'était... Voilà, alors ça, c'est trop long, mais cette citation, elle raconte en fait qu'un médecin lui avait dit que le principal pour lui, c'était non pas de respecter son éthique, non pas de faire le mieux possible pour ses patients, mais c'était d'être en ligne avec ce que faisaient les autres. Ne pas sortir du chemin, je ne me souviens plus comment elle le dit exactement. All we want to be able to say we are just doing what everyone else is doing. C'est ça littéralement la prison dans laquelle se trouvent aujourd'hui les médecins et les pharmaciens, surtout pas sortir de la ligne. C'est peut-être ça qu'on devrait leur reprocher, c'est un peu ce manque de courage.
Beaucoup déjà disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les recommandations, notamment aux États-Unis, et pourtant ils continuent plus ou moins à faire leur job de cette manière. Bon, alors, on parle du cholestérol, mais en fait, vous voyez, je vous ai mis quelques extraits de publications récentes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le cholestérol qui donne lieu à des controverses. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est à propos de pratiquement tous les médicaments. Vous avez le Mediator, qui est un exemple extraordinaire en France, très français, mais vous en avez d'autres. Vous voyez, ça peut être les traitements pour diminuer la pression artérielle, ça peut être des médicaments antidiabétiques. Pratiquement tout donne lieu à controverse parce que les données scientifiques qui sont produites aujourd'hui sont essentiellement produites par des investigateurs payés par l'industrie pharmaceutique et non pas par des investigateurs indépendants. Et dès qu'il y a des rigolos, comme moi par exemple, on regarde ces données publiées, on dit mais non, c'est pas bon, on ne peut pas croire ça, il y a des biais, on les voit. Je pourrais vous faire des conférences de 2 heures pour vous montrer de quelle manière les études sont biaisées. Et alors forcément, ben voilà, ça bagarre, et ça n'arrête pas. Et j'imagine un médecin traitant qui ne parle pas l'anglais, qui fait 10 heures de consultation par jour, quand il voit les controverses, il ne sait plus que faire. Alors, qu'est-ce que c'est la bouée de sauvetage? Eh ben, c'est de suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé, parce que finalement, que faire d'autre? Il ne va pas rentrer dans des polémiques sur le rôle des médicaments qui font baisser la pression artérielle sur les cancers. Pourtant, c'est ça. Quand vous donnez un médicament qui fait baisser la pression artérielle, un vasodilatateur, presque automatiquement, vous favorisez les cancers. Puisque la façon dont notre corps lutte contre les cancers empêche leur extension, c'est en les asphyxiant à la périphérie, en empêchant l'oxygène d'arriver jusqu'aux cellules. Et donc, les cellules se reposent, elles attendent d'avoir de l'oxygène. Elles sécrètent aussi, c'est les cellules cancéreuses, des substances pour multiplier des vaisseaux autour, ce qu'on appelle des néovaisseaux. Et nous, notre système immunitaire, il essaye de casser ça. C'est une véritable lutte entre les cellules cancéreuses et notre système immunitaire. Mais si vous arrivez avec un médicament qui baisse la pression artérielle, vous ouvrez les vaisseaux, vous favorisez la vasodilatation, vous favorisez l'oxygène qui arrive aux cellules cancéreuses. Et inéluctablement, presque tous les médicaments qui font baisser la pression artérielle en vasodilatant les petits vaisseaux augmentent le risque de cancer. Et alors, les polémiques n'arrêtent pas, parce qu'une fois, c'est l'un qui dit oui, l'autre qui dit non, et puis ça bagarre, etc. Mais quand on connaît la physiopathologie du cancer, on comprend que c'est inéluctable. Ça ne peut pas être autrement. En vieillissant, c'est un autre exemple que je vous donne, parce que en vieillissant, notre cholestérol augmente. Alors pourquoi le cholestérol augmente quand on prend de l'âge? Ben simplement parce que, en prenant de l'âge, nos glandes endocrines, nos glandes sexuelles, produisent moins, synthétisent moins d'hormones sexuelles. C'est la ménopause de manière assez brutale chez les femmes, mais c'est la même chose d'une manière plus progressive chez les hommes. Et tous nos tissus alentours manquent d'hormones sexuelles. Et envoient au cerveau, je simplifie, hein, vous comprenez, hein, c'est une simplification, hein, on peut le présenter différemment. On est entre amis là, hein, je ne suis pas en train de faire un cours de physiologie. Bon. Mais tous ces organes, ces tissus qui souffrent du manque d'hormones sexuelles, la peau, etc., envoient le message au cerveau, on manque d'hormones sexuelles, il faut nous en envoyer. Or, l'ovaire, par exemple, il fabrique les hormones sexuelles à partir du cholestérol. Mais l'ovaire est tellement spécialisé qu'il ne fabrique pas le cholestérol. Il demande au foie de lui envoyer le cholestérol. Et donc le cerveau dit au foie, fabrique du cholestérol et envoie-le aux ovaires ou aux testicules. Okay ? Et donc inéluctablement, quand vous arrivez à la ménopause ou à l'andropause, le cholestérol circulant augmente, normal. Il faut respecter ça. Mais si vous donnez des hormones sexuelles à la femme au moment de la ménopause, qu'est-ce qui se passe? Ben, les tissus souffrent moins. Oui. Le cholestérol diminue, puisque le cerveau dit j'ai moins de messages. Donc et qu'est-ce qui se passe au point de vue du risque d'infarctus? Le cholestérol a baissé. Le risque d'infarctus devrait diminuer. Eh bien non, il augmente. Le
cholestérol baisse et le risque d'infarctus augmente. Et si je vous montre ça, c'est parce que c'est une magnifique étude, non pas à propos des hormones sexuelles féminines, mais à propos de la testostérone. Nous perdons notre testostérone. On pourrait dire, et notre cholestérol augmente à cause de ça. Si on donne de la testostérone, eh ben, on devrait avoir moins de cholestérol. C'est ce qui se passe. Et si on donne moins de cholestérol, si on croit à la théorie du cholestérol, on devrait avoir moins d'infarctus. Eh ben, vous voyez, c'est exactement le contraire. C'est ce qu'ils disent. Increase the risk of cardiovascular events. Toutes les études ont montré ça. Il n'y a aucune controverse. Ce qui est amusant aussi ici, là, c'est que, vous voyez ce qu'il dit, the effect of testosterone on cardiovascular related varied with source of funding. Ça veut dire qu'il y a certaines études qui disent que c'est pas grave de donner de la testostérone, et d'autres qui disent si, ça augmente le risque. Il se trouve que toutes celles qui disent que c'est pas grave sont sponsorisées par l'industrie pharmaceutique, et celles qui disent que ça augmente le risque cardiovasculaire sont faites par des groupes indépendants. Vous voyez un peu, là, alors, on est quand même mal pris. Hein. Qui croire? Je résume, il ne s'agit pas de dire que les médicaments qui font baisser la tension, le cholestérol et le glucose sont tous inutiles et dangereux. Le principal danger, c'est d'augmenter le risque de cancer. Il s'agit de faire cesser des prescriptions systématiques à des personnes qui ne sont pas malades. Je m'excuse de dire ça, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais être ménopausé, ce n'est pas une maladie. Ça a des symptômes, ça c'est sûr. Et j'accepte l'idée que l'on puisse prendre des médicaments et éventuellement des hormones pour diminuer les symptômes. N'empêche, ça n'est pas une maladie. Voilà. Après, on prend le risque que l'on veut, le confort. Il y a des gens pour qui la ménopause, c'est invivable. Bon, très bien, hein, si on peut, si on doit, si on peut, de manière transitoire. Bon, on s'est compris. Hein. Ce qu'il ne faut pas, c'est inventer des maladies. Et ensuite, justifier des maladies inventées. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé à propos de la nouvelle classification des maladies psychiatriques aux États-Unis. Voilà. Maintenant, être timide, c'est une maladie. Hein. On donne des médicaments aux timides. Bon. Voilà. Ça, c'est vraiment la médecine moderne. Alors, moi, je trouve qu'on a assez de maladies comme ça pour ne pas en rajouter, en inventer. Bon, je vais aller un peu plus vite parce que sinon, demain, on est encore là. Alors, les médecins réagissent. Il y en a. Il y a quelques courageux. Il faut le dire, quand même. L'OMS sait tout ça, puisqu'ils ont publié un manuel pratique pour se prémunir contre les mensonges de l'industrie pharmaceutique. Vous imaginez? C'est l'OMS. Alors, pourquoi je le dis maintenant? C'est parce que la traduction française a été faite en 2013, alors que la version anglaise datait de plusieurs années. Donc, on sait parfaitement qu'ils mentent, et on ne dit pas, on va les poursuivre pour leurs mensonges, on dit non, on va vous expliquer comment il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges de leurs mensonges. Quand même incroyable, hein? Alors en France, on est un peu plus handicapé que les autres. Pourquoi? Eh bien voilà, nos médicaments, ils coûtent, enfin, le coût des médicaments remboursés par la Sécurité sociale, c'est 80% plus cher qu'au Royaume-Uni. Et les médecins anglais, ils ne sont pas pires. Voilà, on n'est pas moins bien soigné au Royaume-Uni. On n'a pas le même mode de vie, et donc on n'a pas les mêmes facteurs de risque, etc. Mais on n'est pas moins bien soigné en termes de médicaments. Donc en France, on a un gros problème avec les médicaments. On le dit tout le temps, à propos des antibiotiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques et toutes sortes de choses, on a un gros problème. Rien que les médicaments anticholestérol. Récemment, le président de la République disait qu'il cherchait, je crois, 2 milliards, je ne sais plus pourquoi. Alors je lui ai écrit, je lui ai dit, vous savez, 2 milliards, c'est le coût pour l'assurance maladie des médicaments anticholestérol par an. Et regardez jusqu'où va le piège. On publie des recommandations officielles qui sont plus ou moins dictées par les intérêts de l'industrie pharmaceutique, et ensuite on dit aux médecins, si tu respectes ces recommandations officielles, tu auras une prime. Le système est réellement pervers, quoi.
Mais il y a des gens formidables. C'est une femme exceptionnelle. Quel courage. 10 ans menacée. Moi, elle a été aidée finalement par des gens, par une épidémiologiste de l'INSERM, etc. Mais là, c'est vraiment... Ça vous être sûr qu'elle n'aura pas la Légion d'honneur. Le professeur Servier, lui, il a déjà sa Légion d'honneur. Hein. Et vous voyez, c'est ça la perversité du système, c'est qu'on va donner la Légion d'honneur à celui qui fait du business avec des médicaments inutiles et toxiques. Pas elle. Bon. Et tout à l'heure, je parlais des banquiers, mais là, bon, on s'en fout des abeilles. Mais non, on ne s'en fout pas des abeilles. Ce qu'on fait aux abeilles, on nous le fait à nous. Il faut à peu près 10 ans pour qu'un problème majeur qui sort soit validé par une instance quelconque. Et vous voyez, même avec le Mediator, les gens ne sont pas prêts d'être indemnisés, les victimes. Puis ceux qui sont morts, il faut 10 ans. Minimum. La pire des affaires, en France on en a très peu parlé, c'est ce qu'on appelle la tragédie du Vioxx. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que vous voyez, c'est 2004. La tragédie du Vioxx, est-ce que ça vous dit quelque chose? Un petit peu. Les médecins s'en souviennent un petit peu, mais le grand public s'en souvient. La moyenne d'âge de la salle, on s'en souvient un peu. Mais voyez, c'est des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Et le journal Le Monde, qui n'est pas le plus mauvais journal qu'on ait, il traite ça comme un problème industriel. Je ne sais pas si... Alors, à Lyon, j'ai été invité par une des plus grandes mutuelles de Rhône-Alpes pour faire une conférence. Et il y avait en même temps que moi, parmi les conférenciers, il y avait un député. Je ne donnerai pas le nom. Professeur de médecine et député et adjoint au maire de Lyon. Ah mais c'est vrai, je suis à Lyon. J'avais oublié que j'étais à Lyon. Donc vous le connaissez. Alors on discute de tout ça, je présente mes trucs, et puis à la fin, il a dit un truc extraordinaire. Il n'est pas là. Il a dit un truc. Il a dit, arrêtez d'attaquer l'industrie pharmaceutique. C'était à propos de Servier le Mediator. C'est la seule industrie qui exporte. C'est ça, c'est la prégnance du problème économique, ou du problème industriel, ou du problème qui fait que, finalement, quelques milliers de morts. En fait, c'était ça, l'état d'esprit. C'était comme avec le sang contaminé, c'est-à-dire les types prescrivaient en sachant que les produits étaient contaminés, mais... Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette flèche. Donc, je vais passer, mais ça, c'est bizarre. Hein. Quelquefois, on fait des transferts comme ça d'un ordinateur à l'autre, mais derrière, là, caché derrière, il y avait « September 30 is becoming a day of infamy ». C'est un grand journal américain, c'est le New England Journal of Medicine, c'est un des journaux plus prestigieux. Et à propos du Vioxx, il disait c'est une infamie. Vous voyez, c'est un mot terrible. Et c'est une infamie perpétrée par qui? On est tous un peu coupables, hein, quelque part. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Aux États-Unis, on compte à peu près 30 000 morts pour 300 millions d'habitants, pour une commercialisation qui a duré à peu près 5 ans. Bon, on est à peu près 70 millions, on prescrit plus, et on a prescrit plus longtemps. 0 mort. Pas de plainte, 0 mort. Alors là, j'ai encore un truc bizarre, hein. C'est un pantalon, ça ressemble à un pantalon. Mais le message, il est là, c'est quand même, on est encore avec le British Medical Journal, et vous voyez, Tamiflu, ça vous rappelle quelque chose, hein, ce médicament miracle qui nous a coûté je ne sais pas combien de milliards, qui était complètement inutile.
Et pourquoi c'est un exemple extraordinaire? C'est parce que des scientifiques ont voulu savoir quel était le contenu du dossier scientifique et médical. Ils ne veulent pas le donner. C'est Roche. Et pourquoi il ne veut pas le donner? On lui a acheté, on l'a payé cher, il a prétendu que c'était vachement bien contre les virus. Et pourquoi il ne veut pas donner les données brutes pour qu'on se rende compte de la réalité? Et pourquoi on ne l'y oblige pas? Non, on ne peut pas l'obliger. Il est propriétaire de ces données. C'est un droit de propriété. Vous ne pouvez pas l'obliger. Tous les résultats des essais cliniques de l'industrie pharmaceutique sont la propriété du sponsor. On n'y a pas accès. On n'y a pas droit. Il faut une décision de justice. Donc il faut qu'il soit condamné. À chaque fois que ça sent le roussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent le produit et ils indemnisent les victimes, les plaignants. C'est ce qui s'est passé avec tous les médicaments dernièrement. Sauf 2 fois. 2 fois, 2 laboratoires européens ont un peu résisté. Et puis, ils ont été condamnés par la justice. Et la justice a dit, ouvrez vos dossiers. Alors, on a envoyé des gens voir les dossiers. C'était pas, par exemple, pour la rosiglitazone. C'était un médicament antidiabétique. Le type, l'expert, il est resté 2 jours. Parce qu'au bout de 2 jours, il s'est dit, c'est tellement pourri ce dossier. Il y a tellement de mensonges, tellement de biais, tellement de trituration des données que c'est même pas la peine que je reste. Bon, le produit était déjà retiré du marché. Donc, on n'y a pas accès. Et à chaque fois qu'on a eu accès, on a vu qu'il trichait. C'est aussi simple que ça. Et quand je dis ça devant une assemblée de médecins, ils me disent que je suis victime de la théorie du complot. Voilà, que tout n'est pas aussi mauvais, qu'il ne faut pas exagérer. On est mal pris. Peter Gutsch, professeur nordicogène, professeur à Copenhague. Il écrit Big Pharma dans le British Medical Journal. Vous voyez, ce n'est pas le Figaro magazine. Big Pharma often commits corporate crime. Vous vous rendez compte le niveau d'accusation? Big Pharma, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, souvent commet des crimes mafieux. Donc, en fait, on le dit, on le sait, c'est officiel. Et Gutsch, personne ne l'a attaqué. J'ai moi-même fait des conférences aux États-Unis devant l'industrie pharmaceutique en leur disant que les données qu'ils publiaient étaient biaisées, que je n'y croyais pas, que le médicament devait être retiré du marché, qu'il devait être déremboursé, etc. Personne ne m'a porté plainte contre moi. On ne m'a pas arrêté à l'avion comme Strauss-Kahn en me disant, toi là, en prison, on va avoir un peu. Ils ne disent rien. La technique, c'est silence. Alors il y en a qui se font prendre. Je vais aller un peu plus vite maintenant pour qu'on aille un peu. Sinon, on va passer là. Voilà. Alors il y en a un qui s'est fait prendre. Paul Dermans, c'est le plus grand expert nordique. C'est un Hollandais. Il travaillait à Erasmus. Erasmus, c'est un très grand hôpital en Hollande. Il s'est fait prendre. Voilà. Il s'est fait prendre, bon, tricheur. Il a triché. Alors on ne sait pas très bien comment il a triché parce que Erasmus n'allait pas raconter tout le détail du dossier juridique du monsieur, parce que c'est déjà gros de le virer, un grand professeur. Mais le problème, il n'est pas là. Bon, c'est que c'est l'auteur, un des auteurs, des recommandations officielles de la Société européenne de cardiologie concernant le traitement des dyslipidémies, en fait, des problèmes de cholestérol. On sait, on devrait retirer ça immédiatement, puisque c'est lui, il est un des 2 principaux rédacteurs. Et que valent les autres? Ça fait rien. Regardez, Marcia Engel, c'est l'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, prestigieux journal. Et elle écrit, Marcia Engel, Industry-sponsored clinical research, a broken system. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système d'évaluation des médicaments est un système foutu. Voilà. Il faut prendre conscience de ça, c'est un truc qui ne marche plus, il faut mettre ça à la poubelle, il faut trouver autre chose. C'est facile, hein? Les solutions sont absolument évidentes. Est-ce qu'on peut faire confiance aux médias? Sandrine Cabu nous dit que la presse médicale est gangrénée. On le savait. Mais là, elle publie ça en 2011. Mais 2 années avant, la même nous dit que c'est comme la voix de son maître.
Hein, c'est pâté Marconi. Hein. Bon. Je vous laisse regarder. C'est quand même publié en pleine page du Monde. Hein. D'accord? Ça se passe de commentaires. Hein. Alors quand même, ça réagit un petit peu. Il y a quand même... voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le monsieur, là, où est-ce qu'il est son nom? Je ne sais plus où il est. Jean-Pierre Vallée, c'est l'éditeur, c'est le rédacteur en chef du principal journal de médecine francophone. Il n'y en a pratiquement plus, mais il y a celui-là, qui est plus ou moins indépendant de l'industrie pharmaceutique. Et lui, il sent qu'il y a un vent de tempête qui souffle. Bon, toutes les données scientifiques doivent être passées au crible d'une critique impitoyable et indépendante avant d'être considérées comme crédibles. N'écoutez plus ce qu'on vous raconte à la télévision, n'écoutez plus Allo Docteur et des trucs comme ça. C'est complètement financé, c'est complètement téléguidé. Voilà, ne lisez plus les articles dans le Figaro, Le Monde, etc., ou des journalistes payés ou pas payés, mais qui ont des conflits d'intérêts de toute manière, vous racontent des trucs sur la base d'articles qui ont été eux-mêmes sponsorisés par l'industrie pharmaceutique. Fermez la porte. Ça ne sert à rien. De toute manière, il y aurait une contradiction la semaine d'après. Alors ça, c'est un très très bel exemple. J'ai récupéré ça chez le pharmacien de mon quartier. Pharmacien et moi. Voilà. J'ai du cholestérol, mais je me soigne. Comme si avoir du... Heureusement qu'on a du cholestérol, c'est indispensable. Hein, mais je me soigne. Je ne sais pas pourquoi elle veut qu'on soigne son cholestérol. Et puis, vous voyez, l'autre truc, le deuxième message, c'est une prise en charge à vie. Alors ça vous êtes d'accord, ça c'est super. Hein. Je commence à 30 ans. Si je vais jusqu'à 70, ça fait 40 ans, c'est pas mal. Alors, bon, je vous laisse les noms des gens, là. Ce sont des gens je les connais très très bien, très proches de l'industrie pharmaceutique. Je vais vous montrer là un exemple qui est toujours cité par les experts, entre guillemets, concernant la responsabilité du cholestérol dans les maladies cardiovasculaires. Alors c'est facile, voilà, le gars qui a fait ça, c'est Ansel Keys. Ansel Keys est un très gentil monsieur. Vous voyez, il a fait la couverture du Time, je ne sais plus en quelle année. Et pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle l'étude des 7 pays. Alors vous voyez, là, il y a différentes cohortes de 7 pays. Il montre la relation entre le cholestérol et la mortalité cardiovasculaire. Et vous voyez qu'il dit c'est une relation linéaire, extraordinaire, avec un coefficient de corrélation fantastique. Vous voyez, c'est une ligne droite. Plus votre cholestérol augmente, plus vous risquez de mourir d'un infarctus ou d'un accident vasculaire cérébral. Quand vous voyez ça, alors les deux rigolos avant que j'ai cités là, si je conteste un minimum la théorie du cholestérol, ils me disent « Michel, regarde l'étude des 7 pays, tu vas quand même pas dire qu'à l'époque... Alors, on regarde. En fait, les 7 pays, c'est des données que vous trouvez sur Internet, vous pouvez vérifier par vous-même. En fait, les 7 pays, au départ, il n'y en avait pas 7, il y en avait 22. Et les voilà les 22, c'est un nuage. Alors, il en a pris 7 sur les 22, et il a tiré une droite. Alors, vous voyez un peu le 7, là, c'est la Finlande, très haut. Mais pour le même cholestérol exactement, vous avez le 8 ici, qui est la France. Alors, vous voyez un peu la différence. Alors, pour le même cholestérol, une différence de pronostic cardiovasculaire complètement différente. Alors, on a appelé ça le French paradox. En fait, on peut le voir différemment. On peut regarder le 14 et le 11, on peut regarder le 22 et le 15, on peut faire toutes sortes de... Qu'il y ait une vague tendance, on peut dire un peu comme ça, vaguement, vous voyez, mais de là en faire une cause, qu'il y ait une association dans certains pays, pas tous, entre le cholestérol et le risque cardiovasculaire, on peut l'admettre. Si vous avez un mode de vie épouvantable, vous allez avoir tendance à un cholestérol qui augmente, pas simplement le cholestérol, votre poids, votre pression artérielle, votre acide urique, votre glucose, toutes sortes de paramètres vont être tirés d'un côté. Mais c'est le mode de vie qui est le problème. De là à dire que c'est le paramètre qui... C'est accuser le thermomètre, si je puis dire. Bon, alors ça, voilà. Hein, bon, alors,
Tant pis, là, je ne peux pas faire de commentaires, là-dessus, mais je vais faire un commentaire sur celle-là, elle est intéressante, vous voyez. C'est des Américains, des Européens du Nord et des Méditerranéens. Et vous voyez, ça, c'est la pression artérielle, et puis c'est le risque cardiovasculaire. Plus la pression, alors ça, c'est la systolique, hein, le premier chiffre, et ça, c'est le petit chiffre. Et vous voyez que chez les Nordiques et chez les Américains, quand la pression artérielle augmente, le risque cardiovasculaire augmente. Mais chez ceux-là, là, les Méditerranéens, ben non, ou très peu. Et vous voyez qu'à nouveau, pour le même chiffre, vous avez un risque qui est complètement différent. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un médicament pour baisser la pression artérielle et essayer de faire glisser les gens le long de cette droite, ou plutôt changer leurs habitudes de vie, et notamment leurs habitudes alimentaires, et les faire descendre ici? Et les Japonais? Les Japonais, c'est le contraire, vous voyez. Bon, ça, on va prendre les femmes, le cholestérol augmente, ici, vous voyez, et le risque cardiovasculaire diminue. C'est la relation exactement inverse. On voit, c'est chez les Japonais, mais c'est chez les Asiatiques en général qu'on voit la même chose. Chez les Slaves, on voit la même chose. D'accord? Donc la relation linéaire positive entre le cholestérol, c'est un cas particulier peut-être, c'est en tout cas pas une cause et c'est pas universel. Ça c'est pour les accidents vasculaires cérébraux, je passe. Tout ça vous le retrouvez dans les livres. Alors donc, elle dit, le dossier dit, je me soigne et la génétique s'en mêle. Alors, est-ce qu'il y a de la génétique, de l'hérédité et donc une fatalité dans la question du cholestérol et du risque cardiovasculaire? Une question importante parce qu'après tout, si quoi que je fasse, je suis condamné à faire un infarctus parce que mon cholestérol est élevé, bah pourquoi le diminuer? Foutu, bon. Ou bien, alors à ce moment-là, je me fais faire une greffe du foie et je diminue mon cholestérol. Si c'est héréditaire, si je ne peux rien faire pour. Alors maintenant, vous allez bien, ça va être un petit peu difficile parce que je vais vous montrer un peu de science. Hein, c'est simplement un article qui évalue les déterminants génétiques du risque cardiovasculaire chez des patients qui ont une hypercholestérolémie familiale. Donc, qui ont une hypercholestérolémie pour une raison familiale ou génétique. Hein, c'est les gens qui vous disent, voilà, nous, dans la famille, on a du cholestérol. Bon, donc, il faut que je baisse. Est-ce qu'on a raison de faire ça? Ça c'est un truc sur lequel les médecins, ils ont un peu du mal à évoluer. Alors, c'est simple, c'est une très grande étude faite en Hollande. Il y a, je crois, je ne me souviens plus si c'est marqué là, peut-être sur la suivante. Oui, ah ben là, voilà. Alors, le cholestérol, il est là, vous voyez. Et puis, voilà, c'est le nombre de patients. 643 ont une hypercholestérolémie familiale. On devrait l'appeler différemment qu'hypercholestérolémie familiale. Parce que ce qu'on mesure, ce n'est pas ça. Ce qu'ils ont, en fait, ce sont des lipoprotéines. En nombre trop élevé, etc., et non pas simplement le cholestérol. Et le cholestérol, c'est simplement une molécule dans la lipoprotéine. On devrait appeler ça plutôt des hyperlipoprotéinémies familiales. Et si on a trop de lipoprotéines dans le sang, ce n'est pas à cause du cholestérol, c'est à cause des protéines qui sont dans la molécule de lipoprotéine. Ou bien à cause du récepteur hépatique de la lipoprotéine. Ça n'a rien à voir avec le cholestérol. Ce sont des hyperlipoprotéines. C'est bien expliqué dans les livres. Mais là, le message, il est là, c'est facile. Ici, vous avez ceux qui ont une maladie cardiovasculaire, ils ont 60 ans, 83% d'entre eux fument. Et ici, vous avez ceux qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire, 1300 à peu près, et 70% d'entre eux fument, 17% de l'hypertension, 3 fois moins ici, ça c'est du diabète, 10%, 3 fois moins ici, et le cholestérol, 9,63, 9,41, c'est le même. Les uns ont déjà la maladie, les autres ne l'ont pas, ils ont le même cholestérol. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est publié. Ça veut dire que s'il y a une cause parmi ces facteurs-là, c'est en tout cas pas le cholestérol. Ils ont le même, les uns sont malades, les autres non. Par contre, ils diffèrent par l'âge, le tabac, le diabète, l'hypertension, etc. D'accord? Donc, plutôt que de s'astreindre à diminuer son cholestérol, il faut modifier son mode de vie.
Vous avez compris le message. Il y a des caractéristiques génétiques qui font qu'on a un cholestérol élevé, mais il n'y a aucune relation entre ces caractéristiques génétiques et le risque d'infarctus. Et par conséquent, le facteur intermédiaire, le cholestérol, il est innocent. Par contre, il y a d'autres facteurs qui sont souvent associés à ces caractéristiques génétiques. Ce sont généralement des caractéristiques qui favorisent la production de caillots dans le sang. Malheureusement, ceux qui ont une caractéristique génétique qui augmente leur cholestérol, ils ont aussi d'autres caractéristiques génétiques, et notamment celui de faire plus facilement des caillots. Donc c'est ça le principal paramètre. Et quand vous diminuez le cholestérol avec des médicaments, vous n'améliorez pas le pronostic. Si je dis ça devant une assemblée de cardiologues, ils sautent au plafond. Ils disent « Comment peux-tu dire des choses aussi horribles ?» Alors je leur réponds, très simplement, cite-moi une seule étude où on a recruté des patients avec une hypercholestérolémie familiale, où on a diminué le cholestérol et où on a sauvé des vies. C'est facile comme réponse à donner. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible que... Parce que c'est des patients, des hypercholestérolémies familiales, c'est des hétérozygotes, là, ils ont 10 millimoles de moyenne. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune étude qui ait démontré l'effet protecteur de la diminution du cholestérol chez ces populations ? Mais bien sûr qu'il y a eu des études. Mais bien sûr. Mais elles n'ont pas été publiées. Personne n'oblige un industriel à aller publier des données négatives. Si c'est pas bon, on ne publie pas. C'est une des très grandes habitudes prises par les investigateurs dans l'industrie, travaillant avec l'industrie pharmaceutique. Quand les données ne leur plaisent pas, quand elles ne sont pas favorables à leurs produits, ils ne les publient pas. Ça n'existe pas. L'idée qu'il y ait un bon et un mauvais, bon, en dehors du fait qu'en biologie ou en médecine, le bon, le méchant, le joli, le laid, tout ça, c'est d'une telle naïveté qu'on ne devrait même pas considérer ces questions. Mais enfin voilà, il y en a qui ont décidé que. Ça a duré pas mal de temps quand même. Le dosage du bon cholestérol est remboursé par la sécurité sociale. Et pourtant, ça, je vous le montre parce que ça vaut la peine. Circulation Research 2012, HDL, c'est lui le bon. And cardiovascular risk, ces gars-là, là, ce sont les experts mondiaux du bon cholestérol. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Time to call the plumber. Il est temps d'appeler le plombier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même eux, ils n'y croient plus à leur théorie du bon et du mauvais. Voilà, tout simplement. C'est encore quelque chose, encore une idée. Alors, bon, si vous avez fait vos études de médecine entre 1970 et 2010, on vous a bourré le crâne avec ça, et c'est un peu difficile de se dire que pendant 30 ans, on a répété les mêmes idioties. Mais voilà, il faut l'admettre, depuis le début, c'est une idiotie, et puis maintenant, même les grands experts vous le disent. Bon, j'ai mis d'autres références, mais bon, voilà, vous pouvez aller dans mes livres, dans nos livres, c'est clairement expliqué. Bon, là, il y a encore le pantalon, mais c'est pas mal, parce que le pantalon, là, il cache celui-ci, Brucker. Et pourquoi je l'ai mis, ça ? Bon, c'est pas bien de dire du mal des collègues, c'est pas conforme au code de déontologie. On doit se porter assistance mutuelle entre... Mais moi, je pense que je dois d'abord apporter assistance aux patients avant les collègues, et c'est simple. Voilà, le professeur Eric Brucker, il est caché là derrière, mais celui ici, il est pas mal aussi. J'avais oublié que j'étais à Lyon. Eh ben, on est en 2011, et si vous allez sur le site de Servier, il publie encore des papiers vantant les mérites du Mediator. Ils sont prisonniers, pieds et poings liés. Et Servier se sert de ça pour se défendre. Il dit « Regardez, moi j'ai des experts universitaires, les grands lipidologues parisiens et lyonnais, qui ont montré, qui m'ont pas dit, j'ai pas été informé correctement. » Vous voyez comment le... Il faut avoir de bons avocats. Hein. Si vous allez sur Internet, et que Google, par exemple, et que vous tapez athérosclérosis, ou en anglais ou en français athérosclérose, voilà ce que vous voyez. C'est les images sur Google.
Alors pourquoi je vous le montre? Puis après, je m'arrête là. Bon, on peut passer la soirée ensemble, mais je m'arrête là. Bon. Qu'est-ce qui vous frappe? Vous faites-le, hein, ce soir en rentrant, athérosclérosis, Google, puis vous allez images. Bon. Ben, il n'y a que des graphes, il n'y a que des dessins. Mais l'athérosclérose, ça ne s'étudie pas avec des dessins. À chaque fois que quelqu'un meurt et qu'on fait une autopsie, on découpe les artères et on regarde, on fait des photos, des images, pas des graphes. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi mettre que des graphes? Pourquoi raconter des histoires comme ça, là? Ils ont tué combien de fois la même personne pour raconter? Moi, à mon avis, pour un individu donné, on ne fait qu'une seule autopsie. Hein. Bon. Mais en fait, il y a des données existantes. Alors, je vous ai sorti celle-là. Pourquoi? Parce que d'abord, ces deux personnes, je les adore. Ce sont les deux grands spécialistes mondiaux de l'athérosclérose. C'est une Américaine, Virmani, c'est un Danois, c'est Falk. Personne n'osera dire que ces gens-là ne sont pas les plus compétents dans le domaine. Eh bien, en 2013, ils publient une donnée concernant ce qu'ils trouvent quand ils font l'autopsie de quelqu'un qui est mort d'un infarctus. Ils ne font pas des crobards, ils ne font pas des graphes, ils vous montrent des images, des vraies photos de l'athérosclérose et de ce que cela représente. Vous voyez? Alors, ce qui est bleu là, alors l'artère normale, elle est là. Vous voyez, c'est la paroi là. Tout ça, c'est une plaque d'athérosclérose. Vous voyez? Et tout ce qui est bleu, c'est ce qui colore la fibrose. Tout ce qui est lipidique, c'est blanc-jaune. Et ce qui est au milieu là, c'est ce qu'on appelle le cœur nécrotique. Parce que l'athérosclérose, ce n'est pas des lipides, c'est une tumeur. C'est comme de la fibrose. C'est comme un fibrome de l'utérus. C'est dur. Pour boucher une artère dans laquelle il y a une pression ici qui atteint 120, 150, 200 mm de mercure, il faut quelque chose qui soit dur comme du bois. Vous pouvez mettre du beurre dans votre artère à 37 degrés et 200 mm de mercure. Le beurre, il ne va pas boucher l'artère. Il ne va pas diminuer le calibre de l'artère. Et là, évidemment, c'est quelqu'un qui est mort. Alors, ce n'est pas rond, comme l'est la lumière d'une artère. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, le problème, il est là, vous voyez? C'est qu'il y ait moins de fibrose. Parce que si ça claque là, tout ça, c'est du cœur nécrotique. C'est donc des cellules qui se sont nécrosées, comme je vous expliquais tout à l'heure, parce qu'au centre de la tumeur, c'est une tumeur bénigne, hein, il n'y avait pas assez d'oxygène. Donc, ça se ramollit au milieu, ça meurt par manque d'oxygène. Pratiquement toutes les lésions d'athérosclérose finissent comme ça. Le problème, c'est que ça fait aussi un peu d'inflammation parce que, évidemment, il faut nettoyer. Tout ce qui est nécrosé, ça, dans n'importe quelle partie du corps, il faut le nettoyer. Et donc, il y a des cellules qui viennent, des leucocytes, qui viennent nettoyer. Le problème, c'est que quand ils nettoient, ils peuvent empêcher la fibrose de se constituer, la cicatrice. Et ce qui est important, vous voyez, c'est cette cicatrice-là. Et là, il y a un problème. Si ça pète, l'intérieur de cette substance va être en contact avec le sang, et quand le sang rencontre des corps étrangers, il fait un caillot. Il n'y a rien de mieux pour provoquer un caillot. Et si donc ça se rompt ici, et qu'en plus vous n'avez pas des bonnes défenses anticoagulantes, vous allez faire un caillot, et c'est ça qui va provoquer l'infarctus. Ça, c'est pas bon. Ici, vous voyez, il y a probablement eu une petite rupture. Alors là encore, on ne voit pas de lipides. Vous avez un cœur nécrotique qui est là, NC, Necrotic Core. Et puis vous avez ici la lumière. Donc la lumière est probablement beaucoup plus grande quand on est vivant. Et ici, vous voyez, un thrombus s'est formé ici. Il n'y a pas eu vraiment rupture, mais on sent qu'il y a un problème. Ça, c'est dangereux. Et si vous allez sur l'article de Virmani et Falk, voilà toutes les images qu'ils nous montrent. C'est des magnifiques images. Il y en a de toutes les sortes. Vous voyez, il y a des thrombus ici, 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 il y a des hémorragies. Ici, il y a des dépôts de calcium. Mais vous voyez, vous pouvez chercher. Il n'y a pas de cholestérol. Les histoires qu'on vous raconte, les schémas de tout à l'heure, c'est de la baliverne. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est des histoires qu'on se raconte comme ça de génération en génération.
lisez le texte de ces experts. Ils citent jamais, ou alors attendez, ils vont citer 3 ou 4 fois dans la discussion le mot cholestérol, évidemment, vous allez le trouver, mais jamais ils vous montrent une image montrant que le cholestérol bouche une artère. Ça n'existe pas. Ça ne contribue même pas à la progression d'une plaque. Et là, je voulais vous montrer quelque chose, mais il y avait des flèches. Et pourquoi c'était important de montrer ça ? La lumière de l'artère, elle est là, elle est cachée. Ce qui est intéressant, vous voyez, ici, c'est la paroi normale de l'artère. Et vous voyez, et tout ça, c'est de la fibrose. C'est la tumeur bénigne qui constitue l'athérosclérose. Ça, c'est un patient à moi, malheureusement. Et ça, vous voyez, ce sont des néovaisseaux. Ils sont là pour vasculariser la tumeur. C'est une tumeur bénigne, hein, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas un cancer. Hein. Et ce qui est important de voir, c'est que ces néovaisseaux, ils sont très fragiles. Il faut bien comprendre que si on est tous là des cellules endothéliales, c'est-à-dire la paroi interne de l'artère, et que la salle, c'est la lumière de l'artère. Il faut bien voir qu'à chaque seconde, c'est comme s'il y avait là les cloches de Notre-Dame. À chaque seconde, bam, bam, le cœur se contracte et envoie 120 mm de mercure dans les artères jusqu'au plus petit capillaire. Chaque contraction du cœur, c'est un traumatisme pour l'artère. Elle se blesse. Et vous imaginez que ces petits vaisseaux-là, qui sont fragiles, qui ne sont pas normaux, puisque c'est des néovaisseaux faits pour vasculariser une tumeur, eh bien, ils peuvent péter. Et ils pètent. Et c'est pour ça qu'il y a des hémorragies. Et paradoxalement, la forme de progression la plus dangereuse, en dehors du thrombus qui bouche la lumière de l'artère, mais la progression de la plaque, telle que vue par Virmani et Falk, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Les gens qui connaissent ce sujet, qui l'ont travaillé depuis de longues années comme moi, on l'a toujours vu. C'est l'hémorragie à l'intérieur de la plaque. Parce que s'il y a une hémorragie à l'intérieur de la plaque, ça fait progresser. Et parce que c'est comme un hématome dans un muscle. Même si c'est limité, ça fait progresser la plaque. D'accord ? Et ensuite, cette hémorragie, cet hématome, il se réorganise. Des cellules, des leucocytes viennent le nettoyer, si je puis dire, et ça donne, vous voyez, on voit les différentes couches. Malheureusement, on le voit mal parce qu'il y a le pantalon là, mais ça donne des différentes couches de fibrose. Et c'est pour ça qu'on ne donne jamais d'anticoagulants chez les gens qui ont une maladie cardiovasculaire. Parce que si vous avez des vaisseaux comme ça, des néovaisseaux fragiles, et en plus un anticoagulant, alors si ça saigne, ça ne va pas s'arrêter facilement. Et c'est ça qui fait progresser. Et donc, chez les patients coronariens, sauf cas exceptionnel, on ne donne jamais d'anticoagulants. Jamais de Syntron, jamais de médicaments de ce genre, parce que ça favorise les hémorragies à l'intérieur des plaques. Alors évidemment, en phase aiguë, au moment où on est hospitalisé avec un infarctus en phase aiguë, on donne des anticoagulants pour empêcher la thrombose, pour empêcher que le thrombus qu'on a essayé de soigner se reconstitue. Mais en phase chronique, on arrête les anticoagulants. Mais on donne des antiplaquettaires, pour faire la différence. On donne des antiplaquettaires pour protéger l'endothélium des plaquettes, mais on ne donne pas d'anticoagulants. Sauf s'il y a des pathologies associées, par exemple si on a une fibrillation auriculaire ou si on a une valve, une prothèse, etc. Là, on a des anticoagulants. Mais sinon, c'est une contre-indication. Thrombose, hémorragie, fibrose pseudotumorale, néovaisseau, calcium, fer, corps nécrotique, pas de cholestérol. Il est innocent. Tout autre est la stratégie pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'est une autre conférence. Il faut repartir quasiment de zéro. Voilà, on oublie le cholestérol et puis par exemple, on achète le livre de Salène et de Lorgeril sur prévenir l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral où vous avez la méthode, c'est-à-dire le mode de vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme les cancers, ce sont des maladies du mode de vie. Et donc, il faut adapter son mode de vie pour se protéger. Et il n'est jamais trop tard. Voilà, on a fait un infarctus à 70 ans, c'est pas cuit comme on dit, non, on peut changer son mode de vie parce que ça dépend des thrombus, ça dépend des caillots dans les artères, même si on a des plaques d'athérome bien solides, bien compactes dans ces artères, elles ne sont pas dangereuses. Elles sont dangereuses seulement si elles se compliquent d'un thrombus sur la plaque.
Même chose pour les accidents vasculaires cérébraux. Même si on fait de l'insuffisance cardiaque à la suite d'un infarctus, les carottes ne sont pas cuites. En changeant son mode de vie, on peut améliorer son pronostic. Je ne parle pas de miracle, là, je veux dire améliorer son pronostic. À chaque instant de la vie, il est possible de modifier son mode de vie et de modifier son pronostic. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir adopté un mode de vie protecteur, pas simplement protecteur contre les maladies cardiovasculaires, parce que c'est exactement les mêmes modes de vie qui donnent les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, les maladies inflammatoires, etc. Mode de vie ou conditions d'existence, parce qu'on supporte aussi des conditions d'existence qu'on n'a pas choisies. Voilà. Et donc, en fait, ça commence pendant la vie fétale. Moi, je pense que si on a un mode de vie adapté pendant la vie fétale, ça commence pendant la vie fétale, on a risque zéro de faire un infarctus pendant son existence. Parce qu'un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, c'est vraiment pas de peau. Il faut vraiment qu'il y ait tout d'un coup, à un moment donné, une accumulation incroyable chez un individu donné de risques liés au mode de vie pour vraiment faire cette catastrophe. Alors, plus on en élimine et plus on diminue le risque, c'est une question de probabilité. Probabilité zéro, je vous dis, ça dépend, ça commence avec la vie fétale. Oui ? Le mode de vie, c'est facile. Ça commence avec... Ouais, ça c'est vraiment très important. Et là, il faut faire attention parce que c'est comme l'industrie pharmaceutique, l'agro-business, il raconte tout et rien. Donc si on s'attache vraiment aux données scientifiques solides, et moi je fais que ça, je suis un psychorigide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ce que je dis ou que ce que nous avons fait, nous et des collègues américains et ailleurs, qui est bon, mais là où on a le plus d'évidence, c'est avec la diète méditerranéenne. Mais il faut faire attention parce que la diète méditerranéenne, elle était protectrice tant qu'elle était traditionnelle. C'est-à-dire que les gens autour de la Méditerranée avaient les aliments adéquats. Les choses ont changé. Par exemple, le poisson qu'on mange aujourd'hui, voilà, c'est plus le poisson qu'on... voilà. Donc on a toutes sortes de problèmes qui s'associent à ça, mais ça on n'y peut rien. Mais il faut se rapprocher le plus possible de la diète méditerranéenne. Donc la nutrition, c'est vraiment le premier facteur fondamental. Le deuxième, c'est l'exercice physique. Ce n'est pas le sport, hein, souvent il y a sport. Non, exercice physique. Et un exercice physique, ce n'est pas faire des marathons, c'est faire un exercice physique adapté à sa propre vie, à ses propres capacités. Vous voyez, si j'ai 80 ans, je ne vais pas faire un marathon, c'est évident. Mais il y a toujours une solution. Parce que si, par exemple, on a quelques handicaps physiques, on a mal ici, on a mal au genou, il y a d'autres choses. Il y a toutes sortes de techniques, disons, parallèles, le yoga, qui permet vraiment de réguler. Pourquoi ? Parce que l'exercice physique, c'est tellement bien, l'exercice physique, qu'on peut en avoir les bienfaits d'un côté et pas forcément tous les bienfaits. Moi, je pense qu'il y a deux bienfaits essentiels dans l'exercice physique, c'est d'entretenir une masse musculaire importante. Pourquoi ? Parce que les muscles, c'est notre réserve en protéines. Et à chaque fois qu'on a une petite maladie, un traumatisme, etc., qu'est-ce qu'on fait ? On stimule notre système immunitaire, on stimule notre système de réparation, et pour ça, il faut des protéines. Voilà. Pour multiplier des cellules, pour envoyer des anticorps, pour tuer les virus ou les bactéries, il faut fabriquer des protéines. Et si on n'a pas des réserves pour fabriquer des protéines, on n'en fabrique pas assez. Un réanimateur, quand il voit arriver un traumatisé et qu'on le met sur la couchette des urgences, au premier coup d'œil, il sait celui qui va s'en sortir bien ou s'en sortir moins bien. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas de muscles, pas bon. Si vous avez un bon costaud, il va mieux s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'il est costaud, c'est parce qu'il a des muscles, parce qu'il a des protéines en réserve. Et l'autre aspect de l'exercice physique, c'est la régulation des systèmes nerveux autonomes, l'équilibre sympathique-parasympathique. Alors si vous faites du yoga, évidemment, vous n'allez pas vous muscler, hein, ça c'est clair, mais par contre, vous allez très bien réguler votre système nerveux autonome, le bon équilibre. Troisième facteur, on va dire, voilà. Alors c'est difficile à décrire, c'est ce qu'on appelle, on va dire, la gestion du stress. C'est-à-dire comment, dans ces conditions d'existence, on arrive à digérer tous les traumatismes. Alors,
il y a toutes sortes de traumatismes. Hein. Il y a évidemment les gens qui perdent leur boulot, le chômage. Il y a ceux qui perdent un être cher. C'est dur la vie. Hein. Voilà. Mais si on est préparé, si tout le temps, à la fois philosophiquement, physiologiquement, on est prêt à la catastrophe qui va arriver demain, et elles arriveront forcément, alors on s'en sort mieux. Hein, c'est ce qu'on appelle la résilience. Hein. Il y a des gens qui écrivent des magnifiques bouquins sur le concept de... Ça, je pense qu'il faut être toujours prêt, tout le temps, à la cata. Elles vont arriver de toute manière. Ça, c'était le troisième. Là, le yoga, par exemple, ou toute forme de spiritualité. Dans notre bouquin, on raconte qu'il y a, par exemple, les Ave Maria, c'est le même rythme que certains chants bouddhiques. Hein. Des civilisations différentes arrivent finalement aux mêmes techniques. C'est un exemple comme ça. Bon. Et puis, le quatrième, c'est quoi ? C'est échapper aux toxiques. Voilà. On est dans une société où on est littéralement cerné par les toxiques. Alors, le premier toxique qu'il faut fuir, c'est le tabac. Ça, c'est vraiment le truc. C'est tellement toxique qu'on se demande... Bon, mais maintenant, vous avez la cigarette électronique. Hein. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Hein. Ouais. La ministre de la Santé est contre. Mais moi, je suis pour. Bon, enfin, il y a d'autres techniques, mais ça, c'est un progrès. Le deuxième toxique, c'est... Ah non, l'alcool, ça protège. Pris modérément, c'est pour... On devait poser des questions, et c'est toujours moi qui fais les questions. Oui, voilà, la pollution, c'est quelque chose aujourd'hui qui est épouvantable. Épouvantable. Ça, Nous, on fait des expériences au labo sur les rats. Vous avez maintenant de la dioxine à peu près partout. Des doses très très faibles de dioxine sur un rat en quelques semaines. Vous voyez les mitochondries, c'est-à-dire l'appareil respiratoire du muscle du rat qui se déglingue. Hein. Avec des doses qui sont infinitésimales. Donc il y a des cocktails. On est soumis à ça. Vraiment, c'est catastrophique. Hein. Mangez bio. Hein. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est mieux que de ne pas manger bio. Alors, nous, on est très, très bio. Alors, l'idéal, évidemment, c'est le marché local. Et on connaît le producteur, on sait comment c'est fait, on est allé visiter la ferme et on achète ses légumes, on achète ses fromages, on achète, etc., etc. Où j'en étais ? Les toxiques, la tabac... Non, c'est l'air ambiant. C'est les particules, les petites particules, notamment de diesel. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui conduit une diesel ? Non. Ah, bon. Je suis rassuré. Ah, en France, elle n'est pas si mauvaise, hein, l'eau du robinet. Alors, et puis le dernier toxique, les médicaments. Attendez, les médicaments anti-cholestérol, c'est 7 millions de consommateurs. Les médicaments anti-hypertension, les médicaments contre le diabète, les médicaments pour la dépression, les médicaments pour l'anxiété, les médicaments parce que j'ai mal au ventre, les médicaments parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Si vous pouvez éviter les médicaments, il vaut mieux pas arrêter d'un coup, parce que vous pouvez aussi avoir un rebond. Hein. L'arrêt d'un médicament peut donner un rebond et ça peut être mauvais. Donc il vaut mieux en discuter avec son médecin traitant et lui dire voilà, moi je voudrais plus, je voudrais ceci, je voudrais cela, et discuter. Voilà, je vous remercie de votre attention.